un peu de l'histoire des colons avec les marabouts sénégalais, voir ce que ça puisse apporter de positif ou de négatif. Bon, c'est une longue histoire, hein. Comme j'ai dit, d'ailleurs, je viens de terminer un ouvrage qui va sortir incessamment. Donc, avec les publications de l'histoire générale du Sénégal. Donc, qui porte sur les marabouts sénégalais de 1854. Donc, avec la nomination de Faidherbe jusqu'à 1960. Donc, l'accession des pays africains, la majeure partie à l'indépendance. Voilà, donc, pour voir donc ces 100 ans d'existence, donc de rapport entre les colons et les marabouts. Donc souvent je me dis que le Sénégal c'est un laboratoire. Si on regarde les stratégies qui ont été utilisées véritablement par les marabouts dans les rapports entre musulmans et non musulmans. Ouais, parce que si on remonte avec le prophète, paix et salut sur lui, donc nous savons qu'il a eu à utiliser 2 stratégies avec le non-musulman. Au niveau de la Mecque, quand les musulmans étaient en minorité et menacés, il a été obligé de partir pour aller à Médine. Donc c'est ça qu'on appelle l'hégire. Donc ça, c'est une stratégie. Mais quand il est devenu suffisamment fort, il est revenu à la Mecque avec une armée. Donc c'est ça que l'on appelle la guerre sainte. Ces 2 stratégies existent au Sénégal. Par exemple, nous savons qu'il y a eu des affrontements entre El Hadji Omar, son armée, et l'armée coloniale. Maba Diakhou a pris le relais, les Mamadou Lamine Dramé, etc., etc. Beaucoup de marabouts, Samori et tout ça. Donc ils ont pratiqué ce qu'on appelle la guerre sainte. Ouais. Donc, parce qu'ils avaient des projets territoriaux analogues au pouvoir colonial. Donc c'est-à-dire étendre l'islam partout. Ouais. Mais ça restait seulement sur l'islam, où ils avaient une stratégie de bâtir des nations, ou bien il restait seulement le fait de... Voilà. C'était la conception, c'était bâtir une nation avec comme socle l'islam. L'islam, quoi. Oui. Et c'est ce que El Hadji Omar voulait, c'est ce que Maba Diakhou voulait et d'autres. Ouais, mais malheureusement, bon, je ne peux pas dire malheureusement, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Le pouvoir colonial était plus puissant du point de vue technologique. Ouais, et c'est ça qui a fait la différence. Par exemple, si vous prenez ce qu'on appelle la bataille de Médine, 1857, El Hadji Omar avait une armée pratiquement de 15 000 hommes. Et le fort était défendu pratiquement par même pas une centaine d'hommes. Mais au niveau des 4 angles, il y avait des canons. Oui, c'était le fort, comment se constituer, quoi. Voilà. Donc c'était construit en hauteur, en dur. Avec des canons à chaque angle, quoi. Et c'était une vue à 360 degrés, quoi. Pendant 3 mois, El Hadji Omar et ses hommes n'ont pas réussi à prendre le fort. Donc, pour vous rejoindre sur la construction, l'importance de la construction, sur la construction en dur. C'est la stratégie. Voilà. Donc ça, c'est les Européens l'ont souvent utilisé, le système des forts. Ouais. Le long du fleuve, par exemple, ils construisent toujours des forts pour abriter des garnisons. Mais aussi, chaque fois que... C'est le génie militaire, quoi. Chaque fois qu'ils colonisaient des territoires, toujours ils construisaient un fort pour maintenir les acquis. Ouais. Donc chaque fois qu'ils avancent, c'est des forts qu'ils mettent en place pour abriter des garnisons. Ouais, qui se chargent du maintien de la situation territoriale jusqu'à ce que d'autres campagnes viennent pour encore élargir donc les territoires, les territoires français. Et d'ailleurs, si vous prenez Faidherbe,
Faidherbe, c'est un polytechnicien. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui est sorti de Saint-Cyr, mais qui a une formation d'ingénieur. Ouais, donc vous voyez le pont de Faidherbe, déjà qui est toujours là. Ouais, et souvent ce qu'on remarque, c'est que c'est la solidité. Maintenant, ce que je me pose comme question, comment ils ont attendu tout ce temps, les laisser construire les forts avant de les attaquer? Parce qu'il faut du temps quand même pour construire ces forteresses-là. Oui, mais c'est que ça a coïncidé un peu. Ouais, ça a coïncidé. Ouais, par exemple, si vous prenez El Hadj Omar, El Hadj Omar, c'est quelqu'un qui a fait plus de 20 ans à l'extérieur. Donc il a beaucoup voyagé et à l'époque, principalement, on voyage à pied ou bien à dos d'âne. Et il s'est retrouvé jusqu'à la Mecque. Oui. Alors, il a séjourné à la Mecque pendant des années. Ouais. Tout ça pour la quête du savoir. Donc c'est ça que je dis souvent à mes étudiants, je leur dis qu'il faut être endurant. Il faut être endurant. Lui, il a fait plus de 20 ans. Vous prenez Mamadou Lamine Dramé aussi, il a fait quelques 25 ans pour apprendre en quoi. quête de savoir. Mais les Cheikh Amadou Bamba et tout ça, et la Malick, c'est la même chose. Hein. Oui, Ils se sont retrouvés jusqu'en Mauritanie. Absolument. Saint-Louis, Oui, oui. par exemple, Saint-Louis, parce que Saint-Louis, c'était une grande ville de culture, ouais, avec des lettrés musulmans. Des érudits. Et c'est ainsi que El Hadji Malick est passé à Saint-Louis. Cheikh Amadou Bamba est passé à Saint-Louis. Certains sont allés jusqu'en Mauritanie, toujours pour la quête du savoir. D'autres sont allés jusqu'en Guinée. Si vous prenez Ablaye Niass, il est allé jusqu'en Guinée pour se former. Ouais, donc chaque fois qu'ils entendaient qu'il y a un érudit quelque part, ils n'hésitent pas à y aller. Ouais. Donc le savoir, c'est important. C'est important. D'accord. El Hadj Omar, quand il est revenu, du fait de son aura, c'est ainsi qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont convergé vers lui. Donc il s'est installé d'abord au niveau de ce qu'on appelle le Soudan actuel, le Mali, le Mali actuel. Donc, voilà. Et de là, maintenant, il va chercher à étendre sa domination au niveau du Sénégal. Mais entre-temps, les Français s'étaient installés. Ils contrôlaient pratiquement. C'est comment les tout le mêmes fleuve. Stratégies qu'ont utilisé les Napoléons et autres pour Voilà, ils conquérir sont les l'Europe. maîtres du fleuve. Parce que les Français sont au Sénégal depuis longtemps, hein, depuis le XVIIe siècle. Ouais. Donc, ils Mais sont au départ, tombés. il paraît que c'était pas les Français, c'était je sais pas les Portugais qui Non. étaient là. Après, les Français sont Tous venus. les Européens, Ouais. les Ils ont Hollandais, venus, les Portugais, ils sont, on peut dire des Les fois Hollandais que aussi, ils ouais. sont amoureux, ils sont tombés amoureux du Sénégal. Et Mais qu'est-ce qui fait principalement, qu'ils aient c'est pour un tout petit pays? Parce que peut-être c'est la position du Sénégal. voilà, ou quoi. c'est la position. Ouais, Parce stratégique, que c'est sur la route vers l'Amérique. Voilà, c'est ça. Donc les bateaux étaient obligés de s'arrêter et de se ravitailler, ouais, pour pouvoir continuer. Donc ce qui fait qu'ils vont se retrouver à Gorée, ils vont se retrouver à Saint-Louis pendant très très longtemps. Mais en ce moment-là, qui occupait les territoires ici au Sénégal? Quelles sont les ethnies vraiment qui étaient là, quoi? Non, à l'époque, par exemple, dès le XVIe siècle, les Européens, on peut dire, découvrent l'Afrique. Ouais. Et c'est ainsi que le fait que le commerce donc, est polarisé vers l'Atlantique, cela va entraîner la décadence des États de l'intérieur. Ouais, donc ce que l'on appelle le déclin des routes transsahariennes. Parce qu'avant c'était le Sahara. Le Sahara, Ouais, voilà. c'est là où... C'est ça qui a mené toute cette architecture soudanaise, Voilà. tout ça là, quoi. C'est ça. Donc c'est ainsi que maintenant le fait que le pôle économique se trouve au niveau de l'Atlantique avec le contact des Européens, ceci va donner naissance principalement à ce que l'on appelle le commerce atlantique, à savoir le commerce des esclaves. Les zones triangulaires, quoi. Voilà, avec la découverte de l'Amérique.
D'abord, c'était Nantes ou Bordeaux. Ils ont utilisé au Lyon. départ les Indiens Ouais. sur place, mais ça n'a pas marché. C'est ce qui a enrichi même des villes comme Lyon, qui sont complètement Nantes, enrichies. Nantes, Par rapport à Paris Bordeaux, même, c'était vraiment des riches, quoi. Voilà, donc il Qui y a habitaient, eu ouais. le commerce triangulaire. C'est quand même triangulaire, quoi. Ouais. Et Mais dans tout ça, là, moi j'ai un problème parce que les autochtones qui étaient là, qui peut-être vendaient vraiment les fils de leurs parents, tout ça là, ils n'ont bénéficié de rien par rapport à ça. rien que c'est un commerce avec de la pacotille, quoi. Voilà, la pacotille, quoi. Voilà, et ça a duré pendant 3 siècles et demi. 3 siècles, c'est énorme. Par exemple, on parle de 35 millions d'Africains qui ont été acheminés vers l'Amérique. Bon, on va vous Ça revenir au niveau de bientôt. l'Atlantique, mais aussi au niveau, Ouais, il y a aussi ce qu'on appelle le commerce D'accord. oriental. Maintenant, on va 17 millions 17 avec le millions. commerce oriental aussi, bien. que l'on appelle le commerce arabe. Souvent, on n'en parle pas. On va en parler